comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ouais, mais ceux qui pensaient que ça ne pouvait pas arriver à ce point-là, la guerre commerciale suprême entre les États-Unis et la Chine, ben c'est devenu vrai aujourd'hui. Avec les États-Unis qui imposent maintenant donc des tarifs de 104% envers la Chine, Trump qui a mis effectivement sa menace à exécution hier parce que la Chine avait osé riposter dans toute la guerre tarifaire avec justement les droits de douane réciproques. La Chine avait dit parfait, vous nous imposez 34% de droits de douane, on va faire la même chose. Trump avait donné un ultimatum à la Chine en disant retirez votre surtarif de 34%. Et si vous le faites pas, ben là, on va vous affliger de 50% supplémentaires. Donc, le 50% qui s'ajoute sur la pile qui déjà commençait à être assez bien garnie, là. Parce qu'il y avait 20% de douane sur la Chine. On a mis 34. Exact. La Chine réplique avec 34. Voilà. Là, on met 50. Et là, on met 50. Fait 50 plus 34 plus 20, ça fait 104%. Donc, pour réexpliquer aux gens qui nous reposent souvent la question, 104%, ça veut dire que tout ce que les Américains veulent, n'importe quel produit made in China, tu additionnes 104% au prix. Le but étant, évidemment, pour les États-Unis, d'encourager les gens de ne plus acheter de produits. C'est ça le but de tarif douanier. C'est-à-dire, il va coûter tellement cher le produit chinois que tu ne l'achèteras plus. Mais t'achètes quoi à la place? Ce matin, Alexandre, dans le National Post, il y a un économiste à la une qui fait un texte vraiment intéressant sur une crise économique créée par un seul homme. C'est le thème. C'est une crise économique mondiale. Mais, tu sais, le texte est plein de bons contenus. 97%, tiens-toi bien, là. 97% des vêtements et chaussures que portent les Américains sont fabriqués dans des pays violemment frappés par les tarifs. Évidemment, la Chine en est un à 104%, mais le Vietnam... 97% de ce qu'aujourd'hui les Américains ont sur le dos comme vêtements ou dans les pieds comme chaussures. Et tu sais, à la question, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Je sais pas de l'Américain moyen qui a voté pour Trump, s'il est conscient, là. Tu sais, il allait chez Walmart tout bonnement, s'acheter une paire de sneakers et un T-shirt. Qu'est-ce qui va arriver à ces produits-là? Puis là, là, on est dans un entre-deux parce que les compagnies ont des inventaires. Hier, Bruno Guglielminetti nous expliquait qu'Apple, avant l'entrée en vigueur des tarifs, a vidé tous les entrepôts, là, toutes les iPhones puis les tablettes qu'ils avaient faites en Inde puis en Chine. Ils ont expédié. Oui, ils sont ramenés en sol américain. Ils ont envoyé des avions spéciaux pour vider les inventaires. Donc, pendant quelques semaines ou quelques mois, tu vas avoir des produits qui vont avoir été importés aux États-Unis pré-tarif. Mais là, je veux dire, l'augmentation des prix, les iPhones, on parle de 3, 4, 500 piastres par appareil. Mais c'est déjà cher. Mais dans tout ce qui est made in China, tu doubles le prix. Là. Oublions le 104%. 100%, là, tu doubles le prix. Fait qu'une bébelle qu'on t'amenait à 4 piastres est rendue 8. Alors, ça va être majeur comme impact. Je suis pas certaine que les Américains réalisent, là, ceux qui s'informent juste avec Trump, là, je pense qu'il y en a qui vont pleurer des yeux éventuellement. Il va mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre, là, mais... Puis, je me répète là-dessus, mais dans le cas de la Chine, pas 100%, mais dans le cas de la Chine, c'est un pays qui triche. Quand Trump dit qu'il y a des pays qui trichent au niveau commerce international, c'est pas vrai. Le Canada, le Mexique ont jamais triché avec les États-Unis, puis pas vrai que tous les pays du monde. Puis mais la Chine? La Chine, entre autres, là, avec la fluctuation de sa devise, là, de jouer sur sa devise, puis tout ça. Puis le fait que c'est pas une démocratie libérale, là, que c'est un pays communiste avec un gouvernement autoritaire qui peut faire ce qu'il veut. Mais s'il fallait discipliner la Chine, il fallait mettre le monde entier de son bord. Ce qui est pas exactement la situation actuelle de monsieur. Parce qu'ils sont partis en guerre contre tout le monde. Et ça, la porte-parole du président, là, Mme Leavitt, là, hier, le dit... Laisse-moi deviner, elle a dit que M. Trump était parfait. Oui, c'est toujours son idole. Mais la Chine a fait une grave erreur, selon elle, et semble-t-il que tous les pays, là, à peu près 70 pays, auraient appelé la Maison-Blanche M. Trump pour pouvoir négocier quelque chose. Mais ça, c'est probablement vrai. Oui, mais dans le cas de la Chine, on s'entend que ça fait mal. Là. C'est vraiment majeur. Puis même ça... Mettons qu'un pays a appelé pour négocier, OK? Mais ils doivent peut-être inclure le Canada là-dedans parce que M. Carney a eu une conversation téléphonique, je ne sais pas, mais un pays a appelé pour négocier. Ça se peut que ce pays-là est à genoux, un petit pays pas très riche qui se dit, moi, je peux pas me permettre, pendant le cas du Vietnam, là, qui en est un pays qui a appelé pour négocier. Mais c'est pas parce qu'ils appellent pour négocier parce qu'ils sont mal pris qu'ils vont pas développer un sentiment anti-américain, là, qui vont devenir, tu sais, s'ils négocient un deal, ils vont devenir des alliés des États-Unis. Ça se peut qu'ils gardent un sentiment anti-américain, puis qu'ils disent, OK, pour cette fois-ci, on a réglé avec toi, là, mais dorénavant, on va faire plus affaire avec l'Europe, on va faire plus affaire avec la Chine. Tu sais, on va essayer,
on va régler avec toi pour sauver notre peau. Mais tiens-toi bien que dans notre stratégie économique future, on va tout faire pour boycotter les États-Unis, éviter les États-Unis. Je suis pas certain que Trump mesure tous ces effets-là à moyen terme de devenir l'ennemi de la planète. Là. Mélanie Joly l'a répété hier là, sur les ondes de CNN. Là, je la paraphrase en disant il y a eu la confiance s'est effritée. Là. Il y a eu, à un moment donné, là, une brisure là, que c'est produite. Tout ça pour dire qu'en bourse, hier, hier à pareille heure, tout annonçait le vert. À 9h30, les marchés ont ouvert en forte hausse, mais... Oui, les choses... se sont gâtés en cours de journée, à peu près au moment où, justement, la porte-parole du président a fait son point de presse là, pour confirmer là, les contre-tarifs de 50% sur la Chine. Parce que oui, tu as raison, la journée a commencé. À un moment donné, le Dow Jones, qui est le plus vieil indice au monde, a augmenté de presque 4%. Ce qui annonçait une journée extraordinaire, une journée miraculeuse. Et a fini avec un recul d'à peu près 0,84%. Je ne sais pas si c'est vérifié. Je sais pas si c'est vérifié. J'ai vu une source hier qui disait que c'était le plus gros U-turn en une journée, là, dans la même journée depuis quelque chose comme 50 ans. Moi, ça fait monter ma pression, Marc. Je dois t'avouer. Parce que même si je me dis, OK, c'est les soldes, c'est correct, ça va bien, il faut regarder le long terme, mais malgré tout, quand t'es investi, et ça a été un peu la tendance, là, je te dirais, même pour les autres indices, le S&P 500 qui avait commencé en hausse a terminé en recul d'1,57%. Pour ce qui est... Mais en fait, du sommet au creux de la journée, c'est une fourchette de 5%. C'est fou, hein? T'es passé, mettons, en gros, de plus 3 à moins 2 ou de plus 3,5 à moins 1,5. C'est 5 points d'écart. C'est ça qui sera un record là, Tout à fait. Qui démontre la nervosité du marché. Oui, totalement, t'as raison. Puis même le Nasdaq aussi, un peu la même tendance pour finir à moins 2,15%. Maintenant, aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre? Je te dirais que dans les échanges d'avant ouverture de séance, là, on est dans le rouge d'à peu près 0,5% pour le Dow, 0,32 pour le S&P 500. Nasdaq légèrement dans le vert de 0,10. Maintenant, en Asie, c'est toujours intéressant de surveiller les indices. Les bourses de Shanghai et de Hong Kong ont terminé la journée en légère hausse, mais à la bourse de Tokyo, ça a été une catastrophe. L'indice Nikkei a terminé en baisse de presque 4%, alors qu'en Europe, les bourses aussi ont ouvert dans le rouge. Mais le Nikkei à Tokyo, là, ça donne une idée, parce que c'est quand même une grosse bourse du monde, donne une idée de la nervosité. Dans les 3 derniers jours, ils ont eu, corrige-moi, un moins 7, plus 6, moins 4. Non, oui, c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Là, mais l'indice, CNN fait un indice qui est devenu une référence entre la peur et la gourmandise. Là. Et il descend, tu sais, c'est sur 100. C'est un chiffre sur 100 qui descend jamais en bas de 10. C'est-à-dire, même dans les journées de panique boursière, ça descend à 10, 11, 12. Là, il était descendu à 6. On n'en revenait pas. Non. On n'avait jamais vu à 6. Hier matin, il était à 4. Le matin, il est à 3. C'est comme, à 3, ça veut dire que, essentiellement, c'est la panique boursière. Là. Et ça, c'est un instrument de mesure basé sur toute une série de critères sur le comportement des investisseurs. Là, je sais pas, à 3, est-ce qu'il peut descendre encore à un moment donné? Dans le négatif, parce que l'aiguille peut aller dans le négatif. Mais tout ça crée des frictions aussi à l'intérieur même du gouvernement. Mario, t'as vu la déclaration du patron de Tesla, Elon Musk, qui s'en est pris au conseiller américain au commerce, Peter Navarro, monsieur Tarif, en disant, le crétin de moron, là, ultimement, ça faisait suite à une déclaration de Peter Navarro là, sur Elon Musk, qui disait, c'est pas vraiment un constructeur automobile, c'est un assembleur automobile avec des pièces venant un peu partout à travers le monde. Ça a vraiment mal passé. Madame Leavitt, la porte-parole du président, hier a essayé de minimiser ça en disant boys will be boys. Boys will be boys. Les garçons seront des garçons. Ça, c'est quoi? C'est la variante de drill, baby drill? Je sais pas, c'est peut-être ça. Mais elle a vraiment semblé minimiser. Mais est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est un signe que ça commence à craquer? C'est aussi une fracture parce que l'affaire des tarifs... OK, réglons une chose. Les tarifs sont créateurs de pauvreté. C'est une mauvaise politique économique. C'est l'unanimité chez les économistes, à part Peter Navarro. Donc, quand Musk dit Peter Navarro, c'est un crétin, c'est pas mal ça. Puis sincèrement, quand l'un et l'autre disent l'autre, c'est un crétin. Non, Elon Musk, on peut être en désaccord profond avec ses choix politiques, trouver que son adhésion avec Trump, son bromance avec Trump, c'est une joke. Je veux dire, il a monté des compagnies. Le Tesla, il est parti de rien. Il a monté d'abord des batteries d'un autre niveau, une technologie d'un autre niveau. La première compagnie d'auto électrique qui est devenue la plus grosse compagnie automobile au monde, la plus grosse que GM puis Ford additionné. Il a monté des compagnies qui mettent des fusées qui vont dans l'espace. Puis quand Boeing est plus capable d'aller chercher les astronautes perdus, c'est SpaceX qui y va, les fusées d'Elon Musk. Excuse-moi, là, le type...
il a fait quelque chose. Peter Navarro, c'est un pauvre type qui écrivait des théories économiques secondaires perdues. Là, genre, dans toutes les universités, il y a une espèce de professeur tournesol qui a ses théories. Non, mais c'est vrai, c'est même pas une blague, qui a ses théories bien à lui, un peu perdues. Et par un accident de l'histoire. Puis ça, c'est pas clair comment, là. Il y a même des gens qui disent que c'est un livre qui a été trouvé par le gendre de Trump sur Amazon, mais par un accident de l'histoire, Trump est tombé sur Navarro, qui aimait les tarifs. Puis Trump a dit, c'est l'économiste qu'il me faut. Puis là, Navarro est devenu, parce que là, il y a une histoire, Navarro est devenu tellement fidèle à Trump qu'il est allé en prison pour lui. Parce qu'il voulait pas témoigner. Parce qu'il voulait pas témoigner, parce qu'il pouvait pas dire, il allait condamner Trump là, s'il témoignait. Donc, et là, imagine la fidélité. Donc, ce gars-là, qui est un deux de pique, qui est effectivement un crétin, est devenu le conseiller au commerce numéro 1, un saint homme pour le président. Grâce à sa loyauté. Grâce à sa loyauté. Alors, c'est sûr que dans cet échange-là, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Là. Musk a tout à fait raison. Là. Musk peut être en désaccord avec ses choix, mais il a fait quelque chose dans la vie. Puis quand il regarde l'autre avec ses histoires de tarifs, puis, tu sais, Musk, là, dans le monde du commerce, tout le monde dit, mais ces tarifs-là, ça tient pas debout. Bon, quand Trump, je pense qu'au début, il se disait, Trump, c'est une façon de faire chanter les autres pays, puis, tu sais, Musk, il trouvait ça drôle. Je pense que plusieurs gens d'affaires disaient, gars, t'sais, Trump, il est fort, puis les autres pays, il est fait, le Canada, il est menace de tarifs, puis il est fait chanter, puis il est fait plier, puis ça va être bon pour les États-Unis. Mais quand ils les imposent pour vrai, probablement que Musk et compagnie sont conscients de ça. Ce que je vous disais tantôt, 97% des souliers puis des vêtements aux États-Unis sont fabriqués. Là, ils se disent, ben oui, mais l'économie, c'est où ça s'en va? On vend dans tous les pays. Nos autos, nos avions sont fabriqués. Tu sais, Boeing, là, ces avions sont fabriqués avec des pièces de 80 pays différents. Ils vont les aimer, les tarifs, eux autres, ça va bien aller pour fabriquer un avion. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de ça. Il y a une espèce de prise de conscience dans le monde des affaires que là, ça dérape pour le vrai. Puisqu'on parle de tarifs, mais aujourd'hui, c'est l'entrée en vigueur des contre-tarifs du Canada sur les autos fabriquées aux États-Unis. Oui, 25% de tarifs. On se souviendra de la sortie du premier ministre Mark Carney, qui avait donc annoncé la riposte du Canada le 3 avril dernier. Maintenant, ça entre en vigueur aujourd'hui. Ça vise tous les véhicules importés des États-Unis qui ne respectent pas l'accord commercial nord-américain. Maintenant, c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Et il y a eu, puis c'est un reportage intéressant de notre collègue Marie-Laurence Delenay de l'agence QMI, qui suivait justement un couple qui a un peu devancé son achat, en disant, là, nous, on règle, on y va tout de suite. Ils ont pris congé hier. Ils ont même pris congé pour aller finalement faire l'acquisition de leur nouveau véhicule le couple voulait rien savoir d'un véhicule américain. Ils ont opté pour Mitsubishi. Et c'est sûr que ça, pour les concessionnaires également, là, tu te dis, OK, tu sais plus trop sur quel pied danser, ça crée énormément d'incertitudes. Puis pensons au modèle américain, là, très populaire ici. Là, il y en a, la liste est très, très longue. On pourrait même pas vous la faire tellement qu'elle est longue. Alors ça, 25%, tu rajoutes 25% sur des modèles qui coûtent déjà très cher. Le prix moyen d'un véhicule, on est rendu à peu près à 64 000. Oui, c'est rendu élevé. Là. Rajoute 25%. Là. Rajoute 25% sur un pick-up là, qui est déjà très cher, là. Il devient beaucoup moins. Dans certains modèles fabriqués aux États-Unis, c'est tout simplement qu'il s'en vendra plus. Là. Je veux dire, tu vas trouver un équivalent qui est fabriqué au Japon ou en Corée ou ailleurs, puis tu vas acheter autre chose tout simplement. Et finalement, est-ce qu'on se dirige vers un Roxham 2.0? En tout cas, le premier ministre, M. Legault, a l'air à craindre ça. Il y a énormément d'inquiétudes et toute la question de l'immigration, finalement, s'est invitée dans la campagne électorale, une campagne qui était beaucoup, beaucoup occupée par les tarifs jusqu'à maintenant. TVA Nouvelle rapportait que 200 demandeurs d'asile se sont présentés au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Ça, c'est uniquement le week-end dernier. Si on compare, puis le journal avait des chiffres, puis je vous en parlais dans l'épisode d'hier, là, c'est une montée croissante là, depuis le début de l'année. Ça s'accélère en avril. Et là, il y a l'échéance, le Trump, là, qui a donné là, jusqu'à fin avril, à peu près 2 semaines là, pour que les demandeurs d'asile quittent. Maintenant, énormément de réactions, notamment sur la scène fédérale. Si on regarde les réactions de Mark Carney, il a dit qu'Ottawa peut se réserver le droit de les renvoyer en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs. Poilievre, lui, veut mettre fin à la fraude massive dans le système d'immigration. M. Singh estime que le fédéral doit investir dans ses ressources pour éviter ce qui s'est produit dans le passé, alors qu'Yves-François Blanchet réclame une meilleure répartition de migrants à travers les provinces. Et oui, tu as raison, sur la scène provinciale également, ça rebondit. Voici les commentaires de François Legault, le premier ministre, suivi de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. J'ai déjà demandé à tous les chefs fédéraux de s'engager à
réduire de moitié le nombre de demandeurs d'asile parce qu'on a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Il y a certainement une tendance qui est à la hausse avec la police de l'immigration américaine. Là-dessus, le fédéral doit se pencher sur cette situation. Voilà, à suivre. Et j'attire votre attention sur 2 dossiers, là. Un dans le Devoir sur des travailleurs étrangers qui ont été donnés en location au mépris de la loi. Et à Radio-Canada, des réseaux criminels qui ont orchestré la venue d'étudiants, également d'étudiants étrangers, d'étudiants africains. Alors, c'est un peu le thème là, du jour actuellement dans la campagne. Mais tant mieux. On avait tellement parlé d'immigration depuis 4 ans, ça aurait été épouvantable qu'on ait une campagne où on force pas les partis à se positionner là-dessus. Il y a un groupe qu'on connaissait peu. Je dois avouer que moi, je les connaissais parce qu'ils font tellement de publicité. Puis on reçoit dans nos boîtes à lettres là, des publicités très belles. Un groupe qui est à la Place des Arts aujourd'hui, Chanyun. Oui, on l'a vu, mais il y avait une grosse pancarte, entre autres, à la sortie du pont Jacques-Cartier. Ils ont un budget publicitaire impressionnant. Fou. C'est une femme, entre autres, qui fait le grand écart dans les airs. Elle porte une espèce de tenue typique là, qui s'intitule « La Chine avant le communisme ». Donc, c'est un spectacle, quand vous voyez les vidéos, là, très impressionnant là, sur les numéros de danse, l'art typique chinois. Mais ça fait quelques années qu'ils viennent à la Place des Arts. Ça fait longtemps qu'on les voit. Au fait, à travers le monde, on dit que pour 2023, ils ont déclaré 266 millions de dollars actifs pour la tournée, entre autres, à travers le monde. Mais là, nos collègues du Journal de Montréal et Francis Pilon, entre autres, qui s'est penché sur ce spectacle-là parce que semblerait que ce serait ceux qui pilotent le spectacle derrière, ce serait un puissant mouvement religieux. Et là où il y a un éclairage qui est fait, les projecteurs sont mis là-dessus, c'est que le New York Times s'est penché sur la question, a fait enquête et pour l'instant, il y a 150 Mais personnes... le spectacle n'a rien de religieux, donc ce serait les revenus du spectacle qui financent une organisation religieuse. Exact. Et là où ça semble causer problème, selon le New York Times, c'est qu'ils exploiteraient les enfants, en ce sens où ils les paient pas ou peu, travaillent de longues heures et il y aurait également sous les projecteurs présentement une fraude pour les visas. Donc, c'est ça qui cause problème. Mais quel est ce mouvement religieux en question? On dit que ce sont le Falun Gong. C'est comme ça qu'on les appelle. Et eux autres existent depuis 1999 à peu près, mais ils ont été au fait bannis de la Chine en 1999. Donc, se sont installés aux États-Unis pour pouvoir exercer ce mouvement-là. Donc, c'est pas Chinois de Chine, c'est des Chinois exilés. Aux États-Unis. Et il y a InfoSec qui a reçu plusieurs appels à propos de ce groupe religieux-là, Falun Gong. Puis, il y a eu des inquiétudes des Québécois par rapport à ce mouvement-là. Mais ce qui dit ce monsieur-là d'InfoSec, le Mike Kropveld, c'est ce qui est particulier avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont déjà été expulsés, bannis de la Chine et traités de façon assez violente par la Chine. Alors là, si on les bannit chez nous aussi, on donne plus de pouvoir à la Chine. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier avec cette cause-là. Je sais que les journalistes ont essayé de parler à la Place des Arts, qui n'a pas fait de promo sur le show, pas de retour d'appel. Même chose pour Chanyun, le titre du spectacle, il n'y a pas eu de retour non plus pour essayer de faire la lumière, comprendre, parce que c'est vrai, quand on regarde le show en question, ça a l'air vraiment très beau, c'est très coloré. C'est un spectacle de danse, essentiellement. Oui, avec la musique. Donc, c'est ce qui est particulier. Puis, je pense qu'ils remplissent la Place des Arts chaque année. Ils viennent et reviennent tout le temps. Puis, ils font autant de publicité. Puis moi, c'est une publicité de qualité. Là. Ce que tu reçois dans ta boîte aux lettres, là, c'est super beau. C'est comme en papier ciré. Ça fait vraiment pas cheap. Là. Ça te donne le goût aussi de t'ouvrir à une autre culture, de voir c'est quoi les pratiques, les us et coutumes culturelles. Tu sais, ça te donne envie d'en apprendre plus. Puis, donc, il y a des enfants dans le spectacle. Il y a des enfants, puis c'est là que le bas blesse. C'est là où le New York Times a commencé à faire son enquête sur le fait qu'ils sont pas assez payés, voire pas payés, travaillent trop. D'ailleurs, ils sont à la salle Wilfrid Pelletier. C'est une grosse salle là, de la Place des Arts du 9 au 13. Donc, c'était autant de temps. C'est ce soir jusqu'au 13 avril. Si t'es capable d'avoir autant de dates à la salle Wilfrid Pelletier, alors qu'on est dans une époque où on a de la difficulté à remplir les salles à Montréal, visiblement, ça fonctionne. À suivre, c'est un dossier particulier. Et grosse victoire du Canadien, finalement, hier soir. Dans un match de 4 points contre les Red Wings de Détroit, donc victoire de 4-1 du Canadien. Ça avait très mal commencé en première période. C'était vraiment une première période à sens unique en faveur des Red Wings qui ont lancé 23 fois sur Samuel Montembeault. C'était une pratique de Détroit sur Montembeault. En première période, les Red Wings, grâce à Dylan Larkin, avaient pris les devants 1-0. Mais en deuxième, Caulfield a inscrit son 37e de la saison pour faire 1-1. Et puis en troisième,
6e. C'est Josh Anderson qui a inscrit le but gagnant finalement 2-1. Gallagher et Suzuki qui ont complété dans un filet désert. Maintenant, première étoile à Samuel Montembeault qui a joué tout un match, une grande performance, 35 arrêts sur 36 tirs. Et c'est une victoire tellement importante dans le classement parce que le Canadien actuellement est 8e avec 87 points. Les Rangers et les Red Wings de Détroit en ont 79, donc 8 points derrière le Canadien. Il reste 4 matchs à jouer. Si bien que moi, j'aime toujours mieux regarder en avant que de regarder en arrière. Comme en voiture, hein, le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Les Devils sont 7e avec 89 points. Ottawa est 6e avec 90 points. Alors là, on a gagné une 6e de suite. Fait que si Canadien bat Ottawa vendredi, Canadien est à 1 point d'Ottawa. Ben oui, exactement. Et là, il reste 4 matchs à jouer. Vendredi à Ottawa, samedi à Toronto, lundi, les Blackhawks sont à Montréal et mercredi, les Hurricanes sont à Montréal. Dans ces 4 matchs-là, est-ce qu'on verra Ivan Demidov? Est-ce qu'on le verra contre les Leafs? Est-ce qu'on le verra contre les Hawks? Ça dépend du visa de travail, parce que c'est comme n'importe quoi. Il faut que la merveille qu'on a réussi à rapatrier du SKA Saint-Pétersbourg 2 mois plus tôt que prévu, à temps pour les séries si on les fait. Ben encore faut-il qu'il ait son visa de travail. Mais vraiment un joueur spectaculaire, 49 points en 65 matchs cette année avec Saint-Pétersbourg. Vraiment, là, ça fait rêver les amateurs de hockey à Montréal. Parce que il a fait 49 points en 65 matchs. Mais en jouant pas. Non, c'est ça. Parce que son entraîneur, qui a l'air d'être un craqué mental, je veux dire, c'est un jeune joueur de 19 ans, s'il faisait la moindre erreur, pouvait passer une période au complet sur le banc. Son nombre de minutes, là, c'est du jamais vu pour un joueur qui a autant de points, là. Il a été des parties entières presque sans jouer. Débat, opinion et analyse. Kid.